Je suis passé de la pulsion à la limite. Pourquoi ? Parce que il y avait cette histoire de répétition. La pulsion, ça pousse à répéter. Et je m'étais posé la question de qu'est-ce qui arrête ? Est-ce qu'il faut que ça s'arrête ? Puisque, effectivement, il y a une espèce de norme qui circule dans le champ analytique que la répétition, ça doit s'arrêter, c'est pas bien. Et j'avais mis un peu en doute ce dogme en disant que, mais ce qu'il y a d'intéressant dans la répétition, c'est que justement c'est la manifestation de la pulsion de mort en tant que c'est le symbolique, et que le symbolique permet non seulement de symboliser, de mettre des mots, de mettre des images sur l'événement traumatisant, mais surtout ça permet de me mettre en scène, comme metteur en scène de cette représentation. Puisque je disais, la représentation, une fois qu'on l'a trouvée, par exemple la représentation de l'événement, avec ses images, ses bruits, etc., que j'ai dans ma tête tout le temps, bon, très bien, ça se répète, mais ça se répète toujours avec un affect terrible, une angoisse terrible. Et je disais que la répétition avait cet effet quand on trouvait la signification de tout cela, c'est-à-dire pas seulement la représentation des faits tels quels, mais la liaison avec les faits inconscients, les représentations inconscientes, c'est-à-dire principalement la castration, en tant que l'événement traumatisant est lié avec la castration, et que la castration, ça se refoule tout le temps, du coup, ça ne pouvait que se répéter. Se répéter parce que c'est la castration qui ne trouve pas sa représentation. L'événement traumatisant, lui, il la trouve en général sans problème. Et même, je disais, lorsque la castration trouve sa représentation, eh bien, elle est toujours immédiatement refoulée à nouveau, ce qui fait qu'elle se représente pour se remettre en scène. Donc voilà ce qui pousse à pulsion de mort, dit-on, parce qu'elle détruit, parce qu'elle pousse quelquefois à des ruines, mais elle permet ce gain de se construire une représentation de soi-même comme n'étant plus passif, mais actif. Bon, voilà le résumé des chapitres précédents. La limite, c'est cette limite qui fait que, à un moment, la pulsion, même si elle continue à se répéter, elle peut arrêter de se répéter, mais même si elle continue de se répéter, eh bien, lorsque la signification est trouvée, elle perd son affect angoissant, ou du moins l'angoisse devient beaucoup plus ténue, beaucoup plus facile à supporter. Voilà ce qu'on peut espérer dans une analyse en tout cas. L'analyse étant trouver des significations et non pas laisser aller les signifiants comme le signale la pratique et la théorie lacanienne. Ce sur quoi j'avais insisté la dernière fois, ce sur quoi c'était important de comprendre la différence entre signifiant et signification, pour savoir ce qui boucle, ce qui limite, ce qui empêche finalement quelque chose de se répéter, ce quelque chose étant pas forcément la représentation, puisque la représentation, autrement dit la signification, c'est justement ce qui boucle, ce qui permet de mettre un terme à la répétition. Mais surtout, ça permet de mettre un terme à la répétition de l'affect, c'est-à-dire ce qui est autour de la boucle, autour de la rondelle qui tombe, pour ceux qui se souviennent de la théorie de la rondelle. Alors aujourd'hui, je voudrais développer ça à partir d'une pratique qui, pour une fois, n'est pas la mienne. Mais cette pratique, c'est celle qui est développée dans une thèse qu'on m'a demandé de corriger, que la thésarde m'a demandé de corriger. Il s'agit de Zhu Zui,
J'ai beaucoup de mal à prononcer son nom, qu'elle m'excuse si elle m'entend ici. Jui, c'est très difficile à prononcer pour moi. Néanmoins, ce qui n'est pas difficile à entendre pour moi, c'est sa thèse. C'est une des meilleures thèses que j'ai jamais lues, parce que c'est pas la première fois qu'on me demande d'en corriger. Pourquoi ? Parce que elle consiste à observer, écouter systématiquement, très précisément, tout ce qui se passe dans sa relation avec une petite fille. Et là, du fait même de la précision, de la qualité, de la retranscription pure et simple de ce qui s'est passé, eh bien, cela fait théorie, tout seul. Et il lui faut un petit coup de pouce de temps en temps, je veux bien le reconnaître, mais c'est bien plus clair comme ça que tous les châteaux en Espagne que j'ai lus dans d'autres thèses, où, comme chez Lacan d'ailleurs, ça fabrique des élaborations intellectuelles formidables en faisant appel à des tas de philosophes, de psychanalystes, de logiciens, de mathématiciens, mais c'est du vent. Alors que là, dans cette thèse-là, c'est de la pratique de la psychanalyse qui consiste à écouter quelqu'un. Et là, à observer, puisque c'est une petite fille qui ne parle pas, qui a eu parlé mais qui ne parle plus. Donc on est bien obligé de décrire ce qui se passe. Et cette description est tellement précise qu'elle vaut théorie, je le répète. Alors on va examiner ça dans le détail. Je vais partir justement d'une des rares critiques que je pourrais faire. Bon, critique qui n'en est pas une, que je veux constructive d'ailleurs. C'est là que je me suis senti le plus interpellé parce que j'y ai reconnu quoi ? Le plaquage justement d'une théorie de Lacan. Là où jusqu'à présent c'était de la pure pratique qui donc faisait théorie bien mieux que ce plaquage d'une théorie de Lacan. La théorie de l'en-question, c'est celle de la trilogie privation, frustration, castration. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça me donne l'occasion d'y revenir. Cette trilogie correspond à l'autre, réel, imaginaire, symbolique. La privation serait réelle, la frustration serait imaginaire, la castration symbolique. Bon, déjà, au simple niveau théorique, dans un niveau de cohérence théorique, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout parce que le symbolique, c'est le trou. C'est le fait d'avoir une place. C'est la place du livre dans la bibliothèque. Ça, c'est l'exemple de Lacan. Si le livre n'est pas à sa place, c'est un effet du symbolique. Et quand Lacan dit « oui, mais dans le réel, rien ne manque », le livre, il est quelque part dans le réel. Eh bien non, le livre est justement pas dans le réel, il est dans la réalité. Il est quelque part ailleurs dans la réalité, à une place qui n'est pas la sienne. Ça, c'est complètement différent. Entendez bien ça, une place qui n'est pas la sienne, c'est aussi un effet du symbolique. Ce n'est pas le réel, c'est la réalité telle qu'elle est organisée par le symbolique. Donc, la privation, ça n'existe pas. La privation en tant qu'elle est réelle. Le mot privation existe, c'est une des nombreuses façons de parler du manque. Je manque de quelque chose, j'en suis privé. Oui, bon, c'est une modalité lexicale. C'est tout. La frustration serait imaginaire. Mais toutes les frustrations sont imaginaires, sauf quand elles sont référées aux besoins. Alors, justement, j'avais commencé cette série en parlant du besoin, de la trilogie besoin, désir, demande. Et j'avais dit que de toute façon, quel que soit le besoin, la faim, la soif, le besoin de dormir, de pisser, de chier, etc.,
tout cela était subverti par le langage, par le fait que nous parlons, par le fait que nous sommes du coup dans le fantasme. Et que du coup, toute soi-disant privation, j'ai pas à manger, j'ai pas à boire, j'arrive pas à dormir, c'est renvoyé à la castration, c'est-à-dire quelque chose de totalement imaginaire. Au point, cette frustration, d'amener certains sujets à se fabriquer de la frustration pour pouvoir se dire, c'est toujours ce travail de la mise en scène, de la pulsion de mort, pour pouvoir se dire, je suis responsable du manque qui m'advient. Par exemple, les filles qui ne mangent pas. Elles ne mangent pas. Alors on dit oui, c'est pour être mince, oui, c'est possible, mais c'est peut-être tout simplement parce que, pure hypothèse de ma part, elles se sentent castrées, comme tout le monde, spécialement les filles, puisque moi aussi je me sens castré, c'est pas le problème. Mais ce manque entre les jambes est associé au manque du manger, donc je m'empêche de manger, du coup, j'ai le sentiment que c'est moi qui ai amené ce manque entre les jambes. Ça me permet de me récupérer moi-même, au prix, parfois, de la perte de la vie. Parce que le sujet, c'est plus important, à la limite, que la vie. Bon, on le voit aussi dans les phénomènes d'héroïsme chez les pompiers ou chez les soldats, où pour montrer qu'ils sont forts, qu'ils ont du courage et qu'ils ne s'en laissent pas compter par la réalité, ils font des actions parfois téméraires qui les amènent à mourir. Mais on leur met une médaille et c'est formidable. Bon, chacun ses choix, Mais c'est pour indiquer, je dis tout cela pour indiquer à quel point la privation, ça n'existe pas en tant que réel. C'est toujours raccordé à quelque chose d'imaginaire, de fantastique. Cet imaginaire, je dis que c'est celui de la castration, parce que la castration est toujours imaginaire, et comme je le dis toujours, elle sert à symboliser la différence des sexes. Elle sert à symboliser le manque. Donc, le manque qui est imaginaire chez une femme, mais il est compris comme manque pour symboliser la différence. Donc, j'en reviens à cette petite fille, analysée par Zhu Jui, et elle dit à un moment, l'analyste Zhu Jui dit que les interdictions qu'elle lui a faites ont joué un rôle dans son évolution. Ça, c'est fondamental à discuter. Alors d'une part, parce que j'ai dit que là, j'y ai vu peut-être une des seules critiques que je peux faire à cette thèse, c'est-à-dire un plaquage théorique et d'une théorie qui ne fonctionne pas. On voit bien que Zhu Jui a du mal avec ces notions, frustration et privation, puisque elle parle dans une phrase de la privation du sein et dans la phrase suivante de la frustration provoquée par le sevrage. La privation du sein, c'est ça le sevrage. Donc ça devient une frustration d'une phrase sur l'autre. Vous voyez comme c'est difficile à manier ces notions. Et effectivement, la théorie de Lacan proposée à ce niveau-là, n'étant pas valide comme je viens de le poser, effectivement ça ne marche pas si on veut à tout prix plaquer ces termes sur ce qu'on vit de la réalité de la pratique. Le terme castration ne vient pas dans le texte de la thèse. Ou s'il vient, je ne m'en souviens pas, mais d'une manière alors vraiment très 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 marginale. Et là, moi, ça me renvoie tout de suite, par contre, à quelque chose qui revient tout le temps, de la pratique,
c'est l'usage par la petite fille d'un feutre jaune. Presque exclusivement. De temps en temps, elle en change pour passer à un rose ou à un violet ou quelque chose comme ça. Mais le jaune est fondamental. Et avec le feutre jaune, qu'est-ce qu'elle fait dans un premier temps ? Elle fait des trous dans les feuilles de papier. C'est-à-dire, elle passe, elle repasse, jusqu'à ce que la feuille de papier soit trouée. Bon, moi, avec mes déformations personnelles, qui ne sont pas des déformations théoriques, mais qui sont les déformations venues de mes rêves, de l'analyse de mes rêves. Moi, je reconnais tout de suite là le travail d'un phallus jaune qui rentre dans un trou. Hein. J'ai parlé de la pulsion de mort en tant que c'est la fabrication du metteur en scène, celui qui fabrique la représentation. Eh bien, fabriquer la représentation, c'est comme fabriquer le sujet, c'est donc mettre un phallus dans un trou, c'est-à-dire c'est une conception. Je l'ai tellement rêvé de ça que, malgré moi, ça se plaque, voilà, c'est ça mon plaquage à moi, ça se plaque sur ce récit de la pratique. Et c'est là que c'est intéressant, c'est là où ces récits sont intéressants. On pourra dire évidemment toujours, oui, mais vous êtes toujours en train de plaquer quelque chose. Oui, mais non, mais justement, parce qu'on a des récits venant de la pratique, on peut en discuter. Ça ne devient pas quelque chose d'absolu, c'est comme ça et pas autrement, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Mais si personne ne parle de sa pratique, on n'a rien à discuter. Parce que tant que j'ai fait discuter la privation, frustration, castration, c'est la logique interne de la théorie que j'ai discutée. Quand on se met à parler de la pratique, c'est la logique, c'est la cohérence avec la pratique dont je parle. Et ça, là, elle nous donne les moyens de discuter. De même que lorsque je parle de mes rêves, je donne le moyen à mes interlocuteurs de discuter. De discuter, pas l'interprétation de mes rêves, puisque là, il n'y a que moi qui peux le faire, mais de dire, moi, dans mes rêves, j'entends telle et telle chose. Et on peut discuter, justement. Y a-t-il quelque chose de commun en ce que nous entendons dans nos rêves respectifs, ou pas ? Et là, y a-t-il quelque chose de commun entre ce que j'ai envie de plaquer sur ce récit de la pratique et moi-même, ou ce qu'elle plaque de théorie, nous pouvons en discuter. Donc, pour en discuter, justement, il me revient un rêve qui est le suivant. Je suis sur une étagère très haute étagère placée sur un mur, au Monoprix. Supermarché en bas de chez moi. Et sur les étagères, il y a aussi d'autres objets que je ne peux pas décrire. Et je cherche comment descendre. Dans l'histoire, je sais que je suis un psychosociologue chargé de repérer depuis mon perchoir les comportements de vente et les comportements d'achat de façon à aider le magasin à adapter sa publicité, sa méthode de vente, etc. C'est une histoire que j'ai vue dans un film il y a fort longtemps et qui est basée sur une réalité qui est qu'effectivement, dans les années 60, par là, on a envoyé des psychologues, des psychosociologues dans des dizaines de foyers installés sur un escabeau dans la cuisine avec ordre de ne pas moufter, ne pas bouger, simplement noter tout ce qui se passe. C'est exactement ce qu'elle fait dans sa pratique. Jouy. Et c'est ce que j'ai fait moi-même quand j'ai débuté ma pratique. C'est pourquoi je me reconnais en elle. Parce que quand j'ai débuté ma pratique, comme je ne savais pas quoi faire, que je ne comprenais rien, je me suis fait le secrétaire des aliénés, comme on dit dans certains écrits, c'est-à-dire je notais tout. Je ne disais rien, je notais tout. Tout. Avec, voilà. Et ça a été ma thèse à moi.
C'est-à-dire, j'ai fait une compilation extrêmement précise de tout ce que j'entendais, et ça a fait théorie. Mais je dois dire que je l'ai fait moins bien que ce qu'elle fait, parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus engoncé dans les théories qu'elle-même. Bref, peu importe, j'avais mis spontanément en place cette méthode, qui me semblait le plus sûr rempart contre le plaquage. Je reviens à mon rêve, et comme je suis très haut, je ressens un peu de vertige là sur mon étagère, et je cherche comment descendre sans me casser la gueule. Je cherche à quoi me raccrocher, mais les objets sont simplement posés sur les étagères. Donc je ne peux pas me raccrocher à un objet. Pourtant, il y a un objet que j'arrive à décrire. C'est un mixeur jaune. Un mixeur, c'est un objet long. J'en ai un dans ma cuisine, mais il n'est pas jaune. Il est blanc crème. Comme la plupart des appareils électroménagers qui sont de cette couleur-là, on n'en voit pas des jaunes. Donc là, c'est un plaquage de mon imaginaire sur un objet de la réalité pour en faire quoi? Un phallus. Le jaune, c'est la couleur du pipi. Et pour les enfants, c'est associé au phallus, bien entendu. Avec cette menace qu'on leur fait toujours, si tu continues à faire pipi au lit et dans tes couches, il va t'arriver des bricoles. Bon, maintenant on ne dit plus on va te la couper, encore qu'il y a encore des gens qui le disent, mais ça fait rien. Il y a des menaces, il y a des paroles menaçantes. Et quand les enfants ont repéré qu'il y avait une différence des sexes, ils associent immédiatement les paroles menaçantes à le fait qu'il va y avoir une castration. Que l'on retrouve donc dans ces comportements répétitifs. On retrouve la répétition, la pulsion de mort. Donc, pour moi, le symbolique qui troue le réel. Qui tente de trouer, du moins. Parce que tant que ça répète, ce que je peux dire, c'est que sans doute, ça échoue. Ça échoue à trouer le réel pour fabriquer une représentation. La seule représentation qui est mise en scène là, finalement, c'est le trou d'une part, qui représente l'échec d'une représentation, puisqu'il n'y a rien. Mais néanmoins, la répétition du feutre jaune dans le trou, qui, pour moi, symbolise un acte sexuel, c'est-à-dire la procréation du sujet qui se procrée lui-même. Là, encore une fois, il est là mon plaquage en rapport avec le rêve que je viens de vous raconter. À savoir, j'essaie de me raccrocher au mixeur jaune, mais il est comme les autres objets, il est posé sur l'étagère. Si je m'accroche là, je vais tomber parce que le mixeur va tomber avec moi. Il faut repenser que le mixeur, c'est un truc dont je me sers pour enfoncer justement dans un récipient assez étroit, type vaginal, pour pouvoir mixer mes carottes, mes brocolis, etc. Donc c'est bien un geste qui représente quelque part l'acte sexuel. Donc, la procréation. Et là, la procréation, c'est le fait que moi, je suis attaché au corps de ce mur et que je risque d'en tomber, c'est-à-dire je risque de naître. À la fois, je le souhaite, c'est moi aussi ma mise en scène de naissance, et en même temps, ça me flanque la trouille, parce que c'est la castration du mixeur qui risque de tomber, la castration de moi qui risque de tomber en castration du corps de ma mère. Voilà. C'est ce que je fais quand je travaille. C'est-à-dire que j'analyse l'imaginaire inconscient qui est convoqué lorsque on me raconte un rêve ou lorsque, quand je suis avec un enfant, je vois ses dessins, ses comportements, etc. Et donc, mon souci, c'est justement d'éviter le plaquage. Autant le plaquage théorique que le plaquage de mes propres fantasmes. Mais je me dis,
si le plaquage théorique est convoqué, ce n'est qu'un plaquage théorique. Alors que si mon fantasme est convoqué, là c'est malgré moi. C'est pas par souci de faire une jolie thèse, c'est pas par souci de faire plaisir à mes profs, c'est pas par souci de correspondre à la théorie de quelque grand auteur. C'est convoqué malgré moi. Je n'y peux rien. C'est un rêve. Je rêve malgré moi. Et j'ai déjà posé la question dans d'autres vidéos de l'influence qu'une théorie pouvait avoir sur un rêve. Et j'ai déjà indiqué que, ayant été formé à la théorie lacanienne, comme je rêvais de rêves tels que je viens de raconter, ça ne correspondait pas à la théorie lacanienne. Donc je n'étais pas déformé par la théorie, et j'ai dû au contraire réformer la théorie pour que la théorie corresponde au message que m'envoyait l'inconscient, plutôt que l'inverse. Et donc je me dis, si le fantasme de naissance, de procréation, de fabrication d'une représentation de moi-même est convoqué là, il n'est peut-être pas convoqué par hasard. Alors je dis peut-être, je garde le doute. Et donc si moi j'avais été avec cette petite fille, je ne sais pas si je lui aurais parlé de phallus, de procréation, j'en sais rien. Je crois pas que j'en ai jamais parlé à l'époque où je m'occupais d'enfants. J'essayais de proposer des interprétations dans les termes des enfants. Et là, je me souviens plus. Ça fait trop longtemps que je ne reçois plus d'enfants. C'est pour ça que je me resserre aussi de cette thèse qui me rafraîchit la mémoire de ce que j'ai pu vivre avec des enfants. Je vous en parlerai aussi. Et qui renvoie régulièrement à ça. C'est-à-dire ce que je vis dans mes rêves c'est l'inconscient c'est l'infantile en nous, c'est-à-dire l'enfant qui, vivant ce manque, frustration, de représentation de sa conception et de son accouchement, fabrique des représentations imaginaires de ce qui manquait comme représentation, qui causait une frustration, parce que c'était corrélé à la castration, comme mon rêve le montre. Et donc, comme je pense que le travail de cette petite fille le montre, faire du trou avec son feutre jaune. Je pense, parce que ce n'est pas dit dans le récit de la thèse, parce que c'est pas facile d'en parler, qu'elle a dû avoir des difficultés à être propre, ou qu'on a dû, sa mère, son père, j'en sais rien, a dû être particulièrement féroce ou interdicteur quant à l'interdit du pipi partout, du jaune partout. Mais ça, c'est dit nulle part. La fille ne parle pas, elle ne peut pas en parler. Les parents n'en parlent pas parce qu'ils pensent que... Bon. Par contre, il y a une chose dont la mère parle. Et ça, c'est vachement important. C'est donc très important que Julie ait eu l'occasion et le souci de parler avec la mère. Parce que dans certains CMPP et CMP où j'ai travaillé, il m'était interdit de parler avec les parents. Alors si, de temps en temps, pour leur donner un compte-rendu, c'est comme ça qu'on disait, mais faire l'analyse avec eux, c'était hors de question. Ils devaient aller faire leur analyse en ville. Et je posais la question, ils y vont ? Ah ben non, ils y vont pas. Mais enfin, si on le fait là, effectivement, ils iront jamais. Ah oui, mais s'ils y vont jamais et si on le fait pas, on n'obtient pas des informations fondamentales qui permettent de travailler. Et cette information fondamentale, là, c'est que pour le sevrage, j'étais parti de la question du sevrage tout à l'heure, la mère, au lieu tout simplement de dire à la petite fille, aujourd'hui, j'ai plus envie de te donner le sein, ou t'es trop grande pour que je te donne le sein, donc t'auras un biberon, ou des petits pots. Elle n'osait pas le dire, cette mère. Donc elle s'est mis de la moutarde forte au bout du sein. Et donc la petite fille, la première fois, apparaît-il, poussé un cri horrible, et puis voilà quoi. Du coup,
la mère pensait que le problème était résolu, mais non. Justement, ça a été créé le problème parce que la petite fille qui avait commencé à parler s'est arrêtée de parler à partir de ce moment-là. Donc la mère le repère bien comme le moment de privation, de frustration, de castration, ou le moment traumatisant où la petite fille a arrêté de parler. Moi, je pense à une chose, c'est que la moutarde est jaune. Ceci dit, la petite fille a peut-être pas eu le temps de voir le bout du sein recouvert de jaune. Mais peut-être que si. En tout cas, c'est à la même période qu'on demande aux enfants de ne plus faire pipi partout. C'est corollaire, sauf que la mère n'en parle pas. Je suis obligé de faire des hypothèses. Mais là, si j'avais été là, je l'aurais travaillé avec la mère. Je lui aurais posé la question. Et pour l'apprentissage de la propreté, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu aussi des cris, des difficultés ou pas? Est-ce que c'est venu très vite? Est-ce que ça a mis très longtemps? Bon, voilà, des choses qui permettent de parler en tout cas. De parler, c'est-à-dire de ne pas faire de plaquage. Tout ce que je raconte là, c'est pour l'analyser. Encore une fois, c'est justement pour éviter le plaquage, mais pour voir aussi si l'hypothèse tient le coup. C'est une hypothèse. Les discussions avec la mère, avec l'enfant, peuvent les confirmer, les invalider. L'important, c'est de travailler avec les personnes concernées. C'est ce que je faisais à l'époque où je m'occupais d'enfants. Bon, c'est ce que je continue à faire avec les adultes dont je m'occupe. Quand j'ai une hypothèse qui me vient en tête, parce que ce qu'on vient de me dire résonne avec un de mes rêves, eh bien, je ne vais pas faire le plaquage, mais le rêve auquel je pense me permet de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui ne contiennent pas la réponse dans leur formulation, des questions qui vont permettre à la personne de travailler, d'analyser ce qu'elle-même a en tête. Ce qui va peut-être infirmer, peut-être confirmer mon hypothèse. Donc mon hypothèse est là que la frustration du sein renvoie à la castration de ne pas faire pipi partout. Donc des menaces qui ont été proférées sur le si tu fais pipi partout, il va t'arriver des bricoles. Et que c'est cette conjonction qui a fait que vraisemblablement la petite fille est donc, elle a dit bon, puisque c'est comme ça, je parle plus. Je parle plus puisqu'on ne me parle pas, on ne me dit pas non, tu ne vas plus avoir le sein. On me dit non, tu fais plus pipi partout. Mais surtout, il y a ce non qui n'est pas dit à propos du sein. Alors, il est dit après coup. C'est-à-dire que je lui note que bien des fois, la petite fille sur les genoux de sa mère semble se rapprocher du sein, vouloir demander le sein. Et sa mère lui dit non. Donc oui, effectivement, ça a été remplacé, cette expérience traumatisante de la mémoire, au début, a été remplacée par des paroles. Mais sans doute était-ce trop tard. La petite fille s'était retirée de la parole. Sans doute que elle avait été trop niée comme sujet pour pouvoir être un sujet qui parle. Parce qu'un sujet, c'est quelqu'un qui parle. Si on ne me parle pas, je ne te dis pas que je vais te supprimer le sein, je te flanque une expérience traumatisante au niveau du sein. Donc, la parole n'a plus de valeur, je ne parle pas. Je fais des hypothèses, encore une fois, mais c'est pour montrer comment on peut travailler, non pas arriver à des conclusions définitives, mais travailler à partir de ce que la pratique nous offre. Donc là, j'ai développé essentiellement ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire ce qui n'est pas développé dans la thèse de Zhou Jui. Mais elle développe tout le reste remarquablement. Et tout le reste, c'est quoi ? 9 et 1, 7 et 8 et 9 et
Quel est l'essentiel de ce qu'elle repère dans les comportements de l'enfant? C'est, en un mot commençant, le jeu du Forda. Je jette au loin, je ramène. Elle note très bien que la plupart des jeux que fait l'enfant, c'est prendre un jouet, le jeter. Et ensuite, elle se jette. Il y a un grand tonneau qui est son endroit de prédilection dans la salle de jeu. Et ce grand tonneau, elle jette des jouets dedans et ensuite elle se jette dedans. Ou elle va chercher les objets dedans et elle se jette hors du tonneau. Elle se jette sur un matelas qui est en dessous du tonneau. Ou elle monte sur une échelle et puis elle se jette. Elle jette un objet puis elle se jette. Bon, vous voyez, c'est le jeu du Forda. On l'a trouvé dans Freud, d'accord. Mais là, la pratique parle d'elle-même. Ça n'arrête pas. C'est-à-dire, c'est exactement ce qui m'arrive dans mon rêve, où un objet risque de tomber, le mixeur jaune, ou moi je risque de tomber. Hein, il y a cette analogie entre moi et l'objet, et dans le travail avec la petite fille, il y a l'analogie sans arrêt entre la petite fille elle-même dans son corps et un objet qui vient en représentation de son propre corps. Alors Freud dit en représentation des départs de la mère. Ça peut être ça aussi. Hein, et c'est sûrement les deux choses en même temps. Comme elle ne parle pas, on n'en sait rien. Mais quand elle est à l'intérieur du tonneau, on peut quand même raisonnablement penser qu'elle est à l'intérieur du corps de sa mère. Elle se met au monde. Hein, en se mettant dedans, elle fait la même chose que moi dans 5000 rêves que j'ai faits où je rentre à l'intérieur de ma mère pour revenir dans l'utérus, pour m'ensemencer moi-même et devenir moi-même le fœtus, mais en tant que c'est moi qui me place à l'intérieur. Hein, où j'avais trouvé dans les vidéos précédentes que la fameuse pulsion de mort, c'est jamais que la libido du moi, c'est-à-dire trouver une représentation de moi-même en tant que ces représentations-là, de mon origine, manquent à mon histoire. Donc elle se met dans le tonneau, elle s'ensemence elle-même, elle fait sa propre gestation, ensuite elle en sort, elle se jette, elle se met au monde. Le tout enrobé de tout ce travail qu'elle fait sur le papier avec le feutre jaune, qui est aussi ce moyen de se mettre au monde. Alors, moi, je plaque donc mon fantasme de mise au monde, mais que je n'ai jamais trouvé chez Lacan, chez Freud non plus. On peut éventuellement trouver chez Mélanie Klein, mais comme j'ai très peu étudié Mélanie Klein, ce n'est pas là que je l'ai pris. Je l'ai vraiment pris dans l'inconscient. Mais là, la pratique de ce travail avec cette petite fille me le rappelle, à mon avis, tout à fait clairement. Donc ça peut que m'inciter à la prudence quant à une interprétation, mais ça peut aussi être furieusement productif quant à ma façon de travailler avec un enfant. Bon, ce qu'a fait jouit aussi de la meilleure façon qui soit. Arrive ici la question d'où j'étais parti, c'est celle des interdictions. Elle dit que les interdictions ont fonctionné pour dialectiser la frustration, dit-elle. Peut-être certaines, oui, peut-être d'autres, je ne sais pas. C'est là qu'il faut qu'il y ait discussion. Mais dans cette discussion, moi j'apporte mon expérience des institutions, où je sais que ce qui se véhicule dans les institutions, que ce soit les hôpitaux, les CMP ou les écoles de psychanalyse, c'est cette idée qu'il faut absolument frustrer les gens. Parce que c'est ça qui va leur permettre de justement dialectiser leur frustration. Ça, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que ça revient à une théorie éducative. Hein, ça rejoint les propos de à peu près tout le monde d'ailleurs, que les gens ont tellement peur
de se faire déborder par les enfants, qu'ils mettent des limites sans arrêt, beaucoup plus de limites qu'il n'en faut. Et souvent d'une façon violente, que ce soit en parole ou en acte. J'ai souvent eu ce débat avec des analystes, dont beaucoup, hélas, sont encore pour la fessée. Vous savez qu'en France, il y a une loi qui a interdit la fessée récemment, ce contre quoi un bon nombre d'analystes se sont élevés en disant « Quoi ? On va laisser tout faire aux gamins et le nom du père et le symbolique bon, toute chose plaquée depuis Lacan, mais qui n'est pas autre chose que le fond de pensée de l'humanité. Le fond de pensée de l'humanité, c'est quoi ? C'est la peur des enfants. La peur qu'ils nous dépassent, qu'ils nous frustrent, parce qu'ils nous empêchent de dormir, parce qu'il faut laver les couches, parce qu'il faut leur faire à manger, il faut les nettoyer après qu'ils aient mangé parce qu'ils en ont foutu partout. Ils prennent la place auprès de maman. Ça, c'est un plaquage de père, hein, qui, comme tout le monde, est dans le complexe d'Oedipe. Et la frustration essentielle éprouvée par un homme quand un enfant vient au monde, c'est que la maman s'en occupe tout le temps et que souvent le père, il est du coup laissé de côté. Pas toujours, mais souvent. Et que de toute façon, même s'il n'est pas laissé de côté, il doit à ce moment-là partager l'amour de sa femme avec l'enfant. Avant, il était tout seul, maintenant, ils sont deux. C'est le gros problème. C'est aussi le problème de l'enfant qui doit partager justement son amour et son narcissisme entre maman et papa. C'est ce qui fait le succès de pas mal de films de science-fiction qui mettent en scène quoi ? La révolte des robots. On en a eu des multiples versions, par exemple toute la série des Terminator, hein, le système de défense des États-Unis qui est automatisé. Au moment où le Pentagone veut le détruire, il se sent attaqué, donc il se met à lutter contre le Pentagone, et donc en définitive, ce sont les robots qui se battent contre les humains. La série Alien, c'est ça, en tout cas peut-être pas au début, mais sur la fin, on comprend que c'est un androïde qui est le créateur de cette fameuse créature qui a une bouche pleine de dents, avec une langue, avec au bout une autre bouche pleine de dents, créature horrible qui nous a fait frémir pendant 5 ou 6 épisodes, eh bien c'est la créature d'un androïde. L'androïde est déjà une créature du créateur, l'homme, et dans une discussion qu'il a avec son créateur, au début, l'androïde, il dit « Ok, vous m'avez créé, mais qui vous a créé ?» Et le truc qui germe en lui, c'est que du coup, il peut être créateur. Et il fabrique cette créature diabolique. Dans ce diabolique, il y a tout ce qu'on craint de la part des enfants, mais qu'on n'ose jamais dire, parce que les enfants, c'est mignon, c'est gentil, et c'est vrai aussi, hein. Et c'est l'avenir de l'humanité, donc on doit les choyer. Mais on a bien raison de les choyer d'ailleurs. Mais du coup, on refoule, mais pas toujours, parce qu'il y a des enfants martyrs, et il y a des enfances plus ou moins douloureuses, hein, qui viennent du fait de cette trouille des créateurs pour leurs créatures, qui viennent fatalement prendre leur place, hein. C'est ce que je ne cesse de répéter. Pas besoin d'en rajouter. La limite, elle est là. Les adultes sont limités par les enfants, et les enfants sont limités par les adultes qui ont peur de se faire limiter par les enfants. Par des questions de jalousie, et tout simplement donc l'enfant prend la place de papa auprès de maman, ou de maman auprès de papa. Donc la frustration, elle est là. Du fait de la situation elle-même. Et donc, pas besoin d'en rajouter. Hein. Les problèmes sont vécus dans la théorie analytique, tout comme chez les éducateurs et les parents. Les problèmes viennent du fait qu'on n'a pas été assez ferme. On n'a pas posé suffisamment ce qu'ils appellent le non du père. Celui qui dit non. Celui qui dit non,
tu ne coucheras pas avec maman, tu arrêtes de prendre le sein de maman, tu es trop grand. Ce sont des choses dictées non pas par la gentillesse de l'éducation et le souci de l'enfant, c'est tout simplement dicté par la jalousie. Mais il se trouve que c'est vrai que ça peut aider l'enfant à grandir. Surtout si c'est fait gentiment. Je le dis tout bêtement comme ça. Parce que si c'est fait comme moutarde sur le bout du sein, ce qui est un piège, ce qui est une tromperie, on trompe l'enfant, il ne peut plus faire confiance. Il avait l'habitude de se blottir contre les seins, d'avoir du lait chaud, tout d'un coup c'est une saloperie qui pique, alors qu'on lui a fait croire que c'était encore le sein. Là, c'est une violence, c'est un trauma. Et vouloir en rajouter là-dessus, par des interdictions plus ou moins variées, selon les éducateurs, selon les psychanalystes, je crois que ça ne peut que renforcer. Ce qui peut permettre d'en sortir, au contraire, c'est d'être non jugeant, non interdicteur. Oui, je le dis comme ça. De façon à ce que l'enfant puisse rejouer la chose en étant cette fois le maître, et non plus le jouet de la tromperie de l'autre. C'est-à-dire en mettant en scène, mais pour ça il faut le laisser faire. Il faut que ça soit possible pour lui de mettre en scène ses interdictions en tant que c'est lui qui les pose. Il y a un moment où je lui pose une interdiction à l'enfant, interdiction de répandre de l'eau partout, bon, ce qui est légitime, parce qu'il y a des... On est dans une salle, il y a d'autres intervenants, il y a d'autres enfants, et c'est la règle. Il faut mettre un tablier, et il ne faut pas jeter de l'eau partout. C'est ça le problème de travailler en institution et sous le regard des autres. On a beaucoup de mal. Il faut pouvoir, à mon avis, être dans un lieu fermé, où on peut justement laisser aller les choses. Alors peut-être pas toutes. Si l'enfant veut se jeter par la fenêtre, on va peut-être quand même dire non. Je suis bien d'accord. Ou s'il va se taper la tête contre les murs, on va peut-être essayer de faire en sorte qu'il le fasse plus doucement. C'est pour ça, je pense que le travail en groupe n'est jamais du bon travail. Mais bon, quand on ne peut pas faire autrement, on compose, on essaie de trouver des solutions. Bref, elle interdit à l'enfant de jeter de l'eau partout. Et l'enfant dit non. Elle-même dit non. Et puis s'arrête. C'est ce que je racontais dans la dernière vidéo de ces enfants qui, quand on leur dit non à quelque chose, continuent quand même, puis s'arrêtent, mais pour se donner l'illusion qu'ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Et non pas pour répondre à une injonction de l'autre. C'est en ce sens que je dis que les interdictions qu'on veut absolument mettre aux enfants, les limites qu'on veut leur mettre à tout prix, elles ne font qu'engendrer une frustration qui ne permet pas à l'enfant de se mettre en scène comme lui-même admettant la frustration, comme lui-même intégrant les nécessités de la réalité. Bon, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai déjà raconté des dizaines de fois, mais tant pis, lorsque je laissais sortir les enfants de mon bureau dans cet hôpital de Creuse, parce que je vois pas pourquoi je leur aurais interdit de sortir. C'était pas dangereux, c'était pas un problème. C'était juste, ils ont envie de sortir, on va voir où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. C'était ma façon de les accompagner et de comprendre ce qui leur arrivait. Alors que pour la médecin-chef, psychiatre, psychanalyste, non, il fallait frustrer, il fallait dire non, et fermer la porte du bureau, non, tu sortiras pas. Ce qui revient pour moi à rendre la psychanalyse obligatoire, ce qui est absolument anti-analytique. C'est ce qui empêche de faire de la psychanalyse, justement. Alors qu'on puisse ne pas être d'accord sur ces trucs-là, ok, on en discute. Mais là, dans ce que je raconte, il n'a même pas été question d'en discuter. Elle m'a dit, tu laisses les enfants sortir de ton bureau, t'es viré, point barre. Elle m'a pas demandé ni pourquoi, ni comment, non.
C'était comme ça. Voilà la façon dont fonctionnent les dogmes dans le champ de la psychanalyse. C'est pourquoi j'invite à discuter plutôt. Hein, plutôt qu'à poser des interdictions aussi idiotes que ridicules. Et de virer les gens de manière aussi idiote que ridicule. Ce qui m'a fait très mal. Ce qui a été un véritable trauma pour moi. Un trauma dont j'ai pas fini de me sortir. Parce que ça n'a pas été une seule fois. Les gens qui veulent absolument mettre des limites, on en retrouve partout. Et ça se présente en général justement comme des dogmes qu'on n'explique pas. C'est comme ça et pas autrement. Ah. Ça renvoie aussi à la séance courte chez Lacan. Hein. On dit rien et on s'imagine qu'en coupant la séance, ça va avoir un effet. Ça n'a l'effet que de couper la parole. Je l'ai testé pendant 15 ans avec mon premier analyste. Cette façon qui renvoie toujours à ce plaquage théorique, frustration, privation, castration. Il faut frustrer les gens pour qu'ils puissent admettre leur castration. C'est comme ça que ça se dit. Et il n'y a pas plus à admettre qu'à ne pas admettre la castration. Elle est là. Elle est constitutive de la structure de l'humain. Hein, nous sommes coupés en deux sexes, les humains, et les enfants l'imaginent comme castration. On n'y peut rien. C'est comme ça. Il ne s'agit pas de fabriquer de la castration supplémentaire ou de la frustration supplémentaire. Il s'agit au contraire de lever autant que possible les interdictions, je dis bien autant que possible, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a peut-être que non, on ne peut pas, de façon à ce que l'enfant puisse mettre en scène la violence de ce traumatisme. Et c'est jamais facile de mettre en scène ce genre de truc. Ça fait peur. Ça fait peur aux adultes, ça fait peur aux analystes, ça fait peur aux psychiatres, aux éducateurs, qui veulent à tout prix donc mettre des limites. Sans se rendre compte que la meilleure des limites, c'est la discussion, c'est l'accompagnement, c'est le être avec. Se faire soi à la limite dans son corps, à la limite de l'autre. Ce qui suppose de pouvoir prendre un enfant dans ses bras, tout bêtement, accepter de le prendre sur ses genoux. J'ai entendu des tas d'analyses d'enfants dire non, on touche surtout pas les enfants, c'est hors de question. Bah oui, non mais attends, c'est ce que font les enfants, ça. Se blottir chez l'adulte, monter sur ses genoux, c'est ce qu'ils font avec maman. Il faut qu'ils puissent le faire avec l'analyste. Si on veut les laisser mettre en scène le traumatisme qui a eu lieu avec maman, ou avec papa, ou avec un autre adulte, j'en sais rien, peu importe. Quel est le rapport entre le Forda, se jeter un objet, et le travail du feutre, qui fait des trous? Julie note que, après une période où elle fait des trous dans les feuilles de papier, elle se met à faire des figures et il reste du blanc autour. Et puis elle se met à faire des figures où c'est un bord et il y a du blanc autour et du blanc dedans. Mais elle se dépêche de mettre de la couleur dans le blanc qui est dedans. Dans tous les cas, elle a symbolisé un dedans et un dehors. Ce n'est pas exceptionnel du tout, je l'ai vu avec pratiquement tous les enfants avec lesquels j'ai travaillé. Et mon rêve, celui que je vous ai raconté, c'est quoi? C'est je suis dedans et je me mets dehors. Je me fais naître. C'est pour ça que je pensais que le travail autour de la fenêtre peut être un travail avec un enfant. Et j'ai eu à travailler avec des enfants, effectivement, qui en séance n'avaient qu'une idée, c'est aller à la fenêtre pour jeter des objets par la fenêtre. Alors, bien entendu, c'est interdit par l'institution, ça ne va pas du tout, ça peut être dangereux. Bon, en l'occurrence, c'était pas dangereux du tout, ils jetaient sur le gazon qu'il y avait en bas, il passait personne. Et j'essayais de faire en sorte qu'ils jettent surtout des bouts de pâte à modeler plutôt que des jouets, parce que les jouets, j'en ai pas une quantité extraordinaire, mais au lieu de lui interdire de jeter, je lui disais tiens, jette plutôt ça. Et ça marchait très bien. Et ça lui permettait de se mettre au monde, de mettre une représentation du fait naître, la fenêtre. Bon,
le jeu de mots n'a aucune importance, ça vient pas du jeu de mots, ça vient de la topologie du lieu, être dedans et se mettre dehors. C'est ça qui est important. C'est pour ça que ça marche dans toutes les langues. Hein. C'est pas parce qu'en français, on a le jeu de mots sur fenêtre que ça marche. Hein. Et donc, faire du trou avec le feutre, et faire du trou, c'est faire un dedans et un dehors, dans le trou et dans la surface. Dans le trou, c'est dedans, dans la surface, c'est dehors, ou l'inverse. C'est-à-dire, je suis dans la surface et je vais dans le trou qui est dehors, qui est tout ce qui m'environne, qui est la réalité. Hein. L'important est de pouvoir faire cette différence entre la surface et le trou. Eh bien, cette mise au monde, c'est un jeu du Forda. Ce travail du phallus jaune sur la feuille, c'est aussi, on peut l'appeler comme ça, jeu du Forda, ou comme le jeu du Forda serait un jeu de la mise au monde, de la naissance, ou mieux encore, de la conception. Donc on voit qu'au-delà de toutes ces formes, feuille, feutre, tonneau, pas tonneau, jeter l'objet, pas jeter l'objet, se jeter, la fenêtre, on a la même structure, qui est celle de mes rêves, donc je suppose aussi celle des les rêves des autres. Hein. Encore une fois, tout ça n'est toujours à prendre qu'à titre d'hypothèse pour orienter la pratique, pas pour plaquer sur la pratique. Il y a d'autres choses que note Jouy, c'est le fait que la petite fille, quand elle lui lit une histoire, avec un feutre, raye les paroles au fur et à mesure qu'elle les dit. Alors ça pose des problèmes aussi au niveau institutionnel, parce que à ce compte-là, il y aura bientôt plus de livres lisibles, si tous les livres sont rayés. C'est vrai que ça pose problème. Et là, je rends hommage à Jouy d'avoir laissé la petite fille faire ça. Ouais, ça coûte des livres, c'est vrai, mais qu'est-ce que le prix d'un livre par rapport au prix d'une vie? Si c'est à ce prix-là, franchement, puis c'est moins cher que des neuroleptiques. Hein. Ça fait aucun doute. Donc on peut peut-être renouveler les livres d'une bibliothèque de temps en temps. Et puis une bibliothèque, c'est pas un CMPP. Dans un CMPP, on n'a pas le même usage des livres que dans une bibliothèque. Mais en tout cas, moi je lui rends cet hommage d'avoir été capable de faire ça aussi, c'est-à-dire lire des histoires. Pourquoi pas, hein. J'ai rencontré souvent cette idée que l'analyse, il ne doit rien dire, même avec les enfants. Pas toucher les enfants, rien dire, donc surtout pas leur lire des livres, surtout pas jouer avec eux, juste observer. Bon, là, elle est allée au-delà, elle lit des livres, elle joue, elle envoie des objets, elle propose des objets, elle est active, elle est dans une vraie relation avec l'enfant. Bon, ce que moi aussi j'essayais de faire quand je travaillais avec des enfants. Et donc, se rayer les paroles d'un livre au fur et à mesure qu'elles sont dites, c'est aussi une façon de se les approprier. Toujours pareil, c'est la pulsion de mort, au sens où la destruction, rappelez-vous Shiva, de la mythologie indienne, la destruction vient là pour une construction. C'est-à-dire rayer les paroles, c'est se les approprier, c'est faire comme si elle les écrivait elle-même. Et de même, elle va mettre du feutre jaune partout, sur les jouets, sur les ballons, sur l'échelle, sur le tonneau. Bon, évidemment, l'appareil dans une institution, on va dire, mais non, on ne peut pas laisser les enfants écrire partout, sinon ça va être dégueulasse. Alors, c'est vrai sur le plan de la réalité, mais c'est important de pouvoir laisser faire l'enfant, parce que en écrivant comme ça, en barrant les objets, elle les fait siens. Elle met une marque dessus. Et c'est sa marque.
elle fabrique de la représentation. La représentation, c'est donc pas le réel, mais en mettant une barre sur chaque objet, ça devient un objet symbolique. Un objet qui a une image et qui est donc symbolisé, qui prend une place dans l'univers de l'enfant. Le symbolique, c'est ça, c'est le trou. Hein, c'est-à-dire, ça suppose casser des objets parfois, mais ou les rendre inutilisables du fait qu'on les raye, qu'on les biffe, qu'on les barre, qu'on... Voilà. Ça fait plus de l'objet propre. Hein, mais voilà, c'est comme ça qu'un enfant peut surmonter un trauma en se mettant en scène comme celui qui crée le monde. Je crée le monde en dessinant, en écrivant tous les objets du monde. Parce que je suis celui qui suis, comme disait le gars de la Bible, hein, je me mets au monde en mettant le monde au monde. C'est ça le truc. Donc ça, Jouy ne le dit pas comme ça. C'est moi qui réinterprète. C'est forcé parce que si c'est pour relire sa thèse, ça n'a pas d'intérêt. Sa thèse, elle est disponible. Je pense que si vous lui demandez, elle vous enfilera un exemplaire. C'est elle qui le dit. Moi, je dis ce que sa thèse m'a inspiré. Ce n'est donc pas elle, c'est moi. Mais c'est grâce à elle. Donc c'est intéressant comme ça d'avoir des travaux sur lesquels on discute, qui peuvent donner de nouvelles idées, qui peuvent permettre d'avancer sur la construction d'une théorie qui vient de la pratique, hein, qui n'est pas élaboration intellectuelle coupée de la pratique. C'est une façon d'interpréter les choses. Mais moi, avec l'habitude que j'ai d'interpréter mes rêves, je me dis, un robinet qui coule, c'est pas possible de ne pas penser au phallus et au pipi. Donc, qui insiste par ailleurs avec le feutre jaune et les trous. Et l'eau qui coule, oui. Et ne pas répondre l'eau partout, dire non là-dessus, c'est comme si c'était une métaphore de l'interdiction de faire pipi partout. Avec sa sanction qui pourrait être la castration. Bien entendu, j'imagine. Hein, je fais mon plaquage à moi, avec lequel j'aurais peut-être pu intervenir différemment, non pas en proposant cette interprétation, mais comme j'y étais pas, je peux pas savoir. Hein. De toute façon, la personne qui vous raconte quelque chose de sa pratique, de toute façon, elle a raison. Moi, c'est ce que je fais quand je reçois des gens en contrôle. Hein. Pour moi, il n'y a jamais d'erreur. Sinon, là aussi, comment peut-on espérer que les gens nous disent tout ce qui leur passe par la tête, y compris à propos de leur travail, si on se met à juger en disant ça c'est pas bien, ça c'est... Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Hein. C'est juste que je développe ma propre pensée à partir de ça. Et je ne pratique pas la psychanalyse, là, je pratique la transmission de la psychanalyse, ce qui est un autre exercice. Et donc, c'est tout à fait autre chose. Donc, je me dis, peut-être bien que quand on a voulu lui enlever les vêtements après, là, il y a aussi peut-être deux solutions d'interprétation. Elle dit, c'est l'image du corps qui a été atteinte. Je dis oui, mais l'image du corps atteinte, peut-être parce que justement cette atteinte, c'est la castration. Et que enlever les habits, c'est enlever une partie du corps, voire tout le corps. Hein, enlevez-moi mon phallus et j'existe plus. On m'enlève mon corps. Hein, ce qui correspond à ce que j'ai vécu dans mon rêve, où si je m'accroche au phallus mixeur, je tombe, c'est-à-dire le phallus mixeur tombe et moi aussi. Hein, il y a une correspondance en miroir entre le phallus et moi comme phallus de ma mère. Et puis, autre interprétation possible, ça pourrait être justement que enlever les vêtements à ce moment-là, les vêtements imprégnés d'un pipi imaginaire, c'est enlever le phallus de la mère, c'est-à-dire castrer la mère, se retrouver naître
Ou encore une autre interprétation possible, enlever les vêtements, c'est prendre le risque de se retrouver à nu, donc que les autres vont voir la castration. Et que ça, c'est pas possible. C'est une des explications que je donne comme hypothèse sur la plus grande pudeur que les femmes ont par rapport aux hommes. C'est vrai que les hommes passent leur temps à essayer à voir ce que les femmes passent leur temps à essayer de cacher. C'est pas pour rien, ça tombe pas du ciel. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a une mise en rapport entre l'image du corps et la castration. Il n'y a pas d'image du corps sans corps sexué, donc avec ou sans phallus. Alors bien sûr, dans la réalité, on pourra dire, la réalité des adultes, moi j'ai un sexe masculin et moi j'ai un sexe féminin. Mais pour les enfants et pour l'inconscient, c'est-à-dire pour le fantasme inconscient, ça reste, il y a un phallus ou il n'y a pas de phallus, et s'il n'y en a pas, c'est qu'il a été castré. Ça reste l'explication donnée, encore une fois, une image donnée pour expliquer la présence et l'absence. Or, la présence et l'absence, c'est le symbolique. Alors, dans les écoles, pratiquement partout, j'ai toujours vu une conception de l'imaginaire comme détachée du symbolique, et avec un imaginaire diabolisé et un symbolique sanctifié. Alors qu'on voit là qu'il n'y a jamais l'un sans l'autre. La place de l'image du corps, c'est la place que j'ai entre les jambes de maman. Place à laquelle j'ai été placé à la naissance et où je voudrais me replacer imaginairement pour me remettre au monde, pour m'inséminer moi-même et me mettre au monde. C'est bien une question de place, c'est-à-dire de symbolique. J'y suis ou je n'y suis pas. Et cette représentation de ma conception et de ma naissance, c'est quelque chose qui manque, et comme toute chose qui manque, ça suscite le désir. Le désir de se procurer ce qui manque, c'est-à-dire des représentations de ma conception et de ma naissance. Ce qui va avec la castration. Soit je complète ma mère en étant le phallus, et je complète mon corps en ayant un phallus. Ou pas. Et c'est là toute la question. Donc, panique, quand on enlève les vêtements, oui, ils vont voir ma castration, oui, ça me castre qu'on m'enlève mes vêtements. L'image, je me vois dans le miroir, c'est quelque chose où justement j'ai été introduit par maman, le plus souvent quand même. C'est souvent à un moment où je ne marche pas encore et je suis dans les bras de maman. Donc je suis à la limite partie du corps de maman. Mais c'est là que maman, m'amenant au miroir, me présente à moi-même. Et voilà, c'est Richard, c'est Claude, c'est Catherine, c'est Monique. Et ça rigole, parce que c'est joyeux. C'est maman qui est contente, parce qu'elle a un complément pour son corps. Et donc je suis content aussi, parce que je fais ce complément du corps de maman. Mais en même temps, je m'aperçois que ce qui est là-bas, c'est moi, mais c'est pas moi, puisque je n'y suis pas là-bas, de l'autre côté du miroir. Il n'y a pas toutes ces élaborations intellectuelles sur le moment, évidemment, mais c'est ça qui se joue. C'est une présence-absence, c'est-à-dire du symbolique. Dans l'imaginaire se joue le symbolique. Sinon, ça ne joue pas. Sinon, je ne vois pas l'image du miroir. J'ai travaillé avec assez d'enfants qui passaient devant le miroir de mon bureau sans y accorder la moindre attention. Des adultes aussi. Alors que tout le monde qui passe devant un miroir jette un petit coup d'œil quand même pour vérifier si ça va, j'ai une belle prestance, si j'ai pas une tuile qui m'est tombée sur la tête et qui y est restée plantée. Enfin, des choses comme ça, quoi, les choses normales, habituelles. L'image, on s'y intéresse. Et il y en a des qui ne sont pas intéressés. L'image ne marche pas parce que symboliquement, ils n'ont pas trouvé de place. Ce sont en général des enfants qui ne parlent pas. On ne peut parler que depuis une place, à quelqu'un qui est à une autre place. Eh bien, l'enfant dans les bras de maman, il se constitue en phallus de sa mère,
ça lui permet de se constituer. Ce n'est pas quelque chose de mal, de pas bien. C'est au contraire tout à fait indispensable pour, ben oui, jouir de son image, jouir d'être le complément de maman, mais oui. Et à partir de là, eh bien, on voit souvent l'enfant qui se penche un peu comme ça dans les bras de maman pour vérifier que l'image se penche du même côté et qui s'aperçoit qu'en effet, il peut être distinct de maman, qui elle ne se penche pas. Hein, vous voyez, c'est à la fois moi parce que c'est mon image et ce n'est pas moi parce que ce n'est que mon image et ce n'est pas maman. Donc il y a là, ce qui se joue, c'est non pas la contradiction entre l'imaginaire et le symbolique, mais la contradiction entre nos tendances, nos désirs. Mon désir de rester avec maman, de rester le phallus de maman, et mon désir de m'en aller pour avoir un phallus. Soit en me le récupérant chez un mec si je suis une fille, soit en me prouvant que j'en ai un avec une fille si je suis un garçon. Hein, c'est-à-dire aller chercher un autre partenaire pour compenser la perte de maman. On a toujours quelque chose d'un vouloir combler. Parce que il y a toujours manque, et le manque engendre le désir, et le désir engendre le sujet. Et le sujet, il a toujours ce manque des images de son origine, des représentations de son origine. Donc, il va chercher jusqu'à faire un enfant, surtout si c'est une femme, pour rechercher cette image d'une image complète de son image du corps, avec quelque chose de plus à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Donc l'imaginaire est complètement intriqué dans le symbolique. Il n'y a jamais l'un sans l'autre. Et il ne s'agit pas de... J'ai entendu aussi dans les écoles et dans les bouquins cette condamnation de l'imaginaire, au sens où c'est imaginaire, donc c'est pas bien. C'est pas la réalité. Ben non, c'est absolument nécessaire. L'imaginaire, les représentations, ce sont des images. Des images en tant qu'elles sont séparées de l'environnement par le symbolique. Et parce que je les maîtrise. C'est ce que je disais de la pulsion de mort. Il s'agit de faire quelque chose avec ce qui m'arrive pour pouvoir me dire que c'est moi qui le fais arriver. Et on voit aussi souvent les enfants, j'ai vu ça dans mon bureau plusieurs fois, les enfants qui, quand ils découvrent leur image, ils se mettent à taper dessus. Hein, façon d'essayer de la posséder. Hein, j'ai vu aussi ce type-là qui avait la trentaine et qui ne se voyait pas dans le miroir et qui, à force de venir dans mon bureau, où il y avait un super grand miroir, eh bien, il s'approchait du bord du miroir et il approchait sa main comme ça et il la retirait tout de suite dès qu'il voyait l'image, comme si ça allait brûler. L'image brûle. Oui, parce que si on ne la fait pas brûler, c'est le travail du symbolique, de brûler, de casser, de faire disparaître. Hein, faire apparaître, faire disparaître la main, avant de risquer tout le corps. Hein, c'était ça l'enjeu. Parce que la représentation, ce n'est pas moi. Ça me permet d'être, mais en représentation. Donc il y a quelque chose qui est à sacrifier. Hein. C'est l'histoire du robinet de la petite fille dans la thèse que je suis en train d'étudier, où c'est l'histoire de la main qui risque d'être coupée, etc. Enfin, le phallus de toute façon. En tant que je risque d'être coupé de maman, et le fait qu'on me coupe. Alors, ça nous ramène à cette histoire qui est l'origine de mon détachement de la mère lacanienne. C'est mon aventure avec Robert Samacher. Excusez-moi si vous l'avez déjà entendu, je la répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Robert Samacher, grand ponte de la psychanalyse, de l'école de psychanalyse dans laquelle j'étais à l'époque, qui un jour met au tableau un vague crowbar avec un rectangle et un 8 au-dessus en disant « Le miroir, c'est comme la bande de Mébius ». J'ai dit « C'est génial », je me suis mis au travail, j'ai travaillé comme un malade et je suis arrivé quelques mois plus tard en lui présentant un article où je démontrais mathématiquement et optiquement en quoi
il y avait une représentation, il y avait une articulation en effet entre le miroir et la bande de Mébius. Bon, refus de publication. Pourquoi? C'est comme ça ne va pas. Argument, débat, que nenni, on ne discute pas, c'est non, point barre. Bon, je suis parti de cette école-là, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qui s'est reproduit dans pas mal d'écoles par la suite. Parce que je suis un mec qui travaille, j'amène des trucs, mais les trucs ne sont pas exactement comme on voudrait qu'ils soient. Alors là, je pense que c'est surtout parce que lui, il ne l'avait pas trouvé. Il a enlevé quelque part le plaisir d'une découverte. Bon, c'est une hypothèse, comme d'habitude, j'imagine. Mais c'est ce que sinon, je vois pas pourquoi c'était pas publiable, parce que même s'il y avait peut-être des erreurs, j'en sais rien, ça aurait pu être débattu, au moins, porté à la connaissance des autres, et les autres auraient pu en dire quelque chose, mais là, interdit à la base. Bien, c'est comme ça que ça fonctionne dans les religions. Toute personne qui ne respecte pas le dogme est dite anathème, et on brûle ses écrits. D'où le fonctionnement religieux de la psychanalyse. Mais je n'ai cessé de retravailler cette histoire du miroir et de la bande de Mébius. C'est comme ça que j'ai découvert que la bande de Mébius avait 3 torsions. Et justement, ça nous intéresse dans ce que je suis en train de triturer là, parce que si dans le miroir il y a la question de l'image, il y a aussi la question du mouvement. Ce mouvement que j'indiquais par lequel l'enfant se penche pour vérifier que c'est bien lui qui se penche, ou tape sur l'image en s'appropriant en quelque sorte l'image. Puisque la destruction symbolique, pulsion de mort, c'est aussi une construction. C'est parfois en cassant les miroirs qu'on parvient à se faire une image. C'est peut-être pas la peine d'en arriver là, mais parfois on est obligé d'en arriver là. Jouy, dans sa thèse, nous indique comment effectivement le jeter un objet est suivi de elle se jette. Et elle dit que c'est un miroir, ce truc-là. Et elle a raison. Entre le miroir et la métaphore, c'est la même chose. C'est pas l'un qui est symbolique, la métaphore, et l'autre qui est imaginaire, le miroir. C'est bien 2 formes de la même articulation entre un objet et sa représentation. Mon corps et sa représentation. Et mon corps représenté par un objet. Cet objet est une image de moi en tant que je le jette. C'est-à-dire que le mouvement est complètement indispensable à la création, à la conception de l'image, donc à ma conception de moi-même. C'est ce mouvement de revenir dans l'utérus de maman ou de s'en extraire. Faire un trou avec le feutre jaune dans la feuille de papier, ou se jeter dans le tonneau, ou jeter un objet dans le tonneau et en ressortir, ainsi de suite. Ce n'est que des variantes, ces jeux à laquelle la petite fille se livrait toute la journée, tout le long des séances, c'était ça, jeter, rattraper, forte da, aussi bien avec elle que avec son propre corps qu'avec un objet. Et donc, ce mouvement, si on en revient à la bande de Mébius, c'est celui de la torsion. Donc il faut bien définir ce qu'est une torsion. Et c'est là où je suis en désaccord avec tous mes collègues de psychanalystes qui refusent d'entendre que la bande de Mébius ne peut pas être à moins de 3 torsions. Parce qu'une torsion, c'est quoi? C'est faire passer d'une face à l'autre. Faire passer, par exemple, c'est comme ça que j'ai commencé mon travail, faire passer l'image d'un bonhomme d'une face à l'autre face. Et je m'en suis aperçu que si on utilise l'image canonique de la bande de Mébius qui était diffusée par Lacan à l'école, à l'époque, et que tout le monde suivait, reproduisait, eh bien pour que le bonhomme se retrouve à la même place, mais sur l'autre face, il devait en passer par 3 positions différentes. Ce qui supposait qu'il y avait 3 transformations, donc 3 torsions. Donc que la bande de Mébius était mal dessinée. Que cette représentation de la bande de Mébius était fautive parce qu'elle n'indiquait pas quelle était la fonction qui faisait passer par les représentations intermédiaires.
représentation intermédiaire, ou alors si, mais c'était la courbure. Et la courbure, eh bien, c'est ce qui vaut 2 torsions. D'où j'ai mis des années à trouver une définition de la torsion, que je n'ai jamais trouvée dans aucun bouquin, ni aucun cours, dans aucune école. C'est que la torsion, c'est l'inversion de 2 dimensions sur 3. La bande de papier est la 2 dimensions, la longueur et la largeur, et elle baigne dans un espace qui est, si on veut, la profondeur ou la hauteur, la 3e dimension. Donc, pour faire une torsion, il faut obligatoirement inverser la 3e dimension, et ensuite, il faut aussi, pour rabouter, il faut inverser soit une dimension, soit l'autre. En fait, pour obtenir la torsion nœud papillon, on inverse la largeur, et ensuite, pour faire le raboutage, on inverse la longueur. Donc, on peut me rétorquer, oui, bon, alors donc la définition de la torsion, c'est seulement l'inversion de la largeur et de la hauteur. Ben oui, mais non, et si la largeur est égale à la hauteur, ce qui nous donne un carré? Et on peut effectivement fabriquer une bande de Mébius avec un carré. On plie une fois, on plie 2 fois, et la 3e fois, c'est on met un scotch plié pour rejoindre les 2 feuillets non contigus à l'intérieur de ce triangle. Et ensuite, c'est difficile de repérer que c'est une bande de Mébius, ce triangle, mais ensuite, si on fait bien attention et qu'on découpe le long du bord, comme on le fait sur une bande de Mébius normale, eh bien on retrouve une bande de Mébius normale, découpée. Donc c'était bien une bande de Mébius. Et donc, la différence entre la largeur et la longueur tombe dans le cas du carré. Donc la torsion, c'est l'inversion de 2 dimensions sur 3. Fatalement la hauteur est l'une des 2 autres. Là, c'est une bonne définition de la torsion. Et là, je m'aperçois donc que la torsion dite de la largeur, qui utilise l'inversion de la largeur, peut faire effectivement passer un bonhomme de son image, de son corps à son image dans le miroir, parce que ça va retourner effectivement la droite et la gauche, si on met bien le bonhomme dans ce sens-là, parce que si on le met dans ce sens-là, ça ne marche pas. Et l'autre torsion, selon la longueur, eh bien, ça fait aussi passer le bonhomme en position de son image dans le miroir, en inversant la droite et la gauche. Et ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que donc dans ces cas-là, les 2 torsions sont parfaitement équivalentes dans leur fonction. C'est pas la bande de Mébius qui est équivalente au miroir, c'est la torsion. La torsion, c'est un mouvement. Et c'est le mouvement par lequel je m'identifie à mon image. C'est-à-dire que je passe derrière le miroir. Si je lève ma main droite devant un miroir, dans le miroir, ça va se lever à droite, évidemment. Mais ça, c'est d'un point de vue objectif. C'est-à-dire que l'image reste un objet, loin de moi, qui n'a rien à voir avec moi. Mais si je m'identifie à mon image, ça veut dire que je me retourne pour m'identifier à l'image, glisser dans mon image comme si je me glissais dans un gant, dans cette place de mon image. Ça veut dire qu'il y a 2 places. La place, c'est le symbolique. C'est le livre oublié dans la bibliothèque qui n'est pas à sa place, ça laisse un trou. Eh bien, mon image, elle est là, c'est un trou, parce que je n'y suis pas. Mais si je m'identifie, j'y suis. C'est ce qui fait que j'ai une représentation de moi-même, et c'est ce qui fait que je peux exister. Parce que les enfants qui n'arrivent pas à avoir une représentation d'eux-mêmes, en général, ils n'arrivent pas à parler. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à exister. Pour prendre contact avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire en fait l'image de quelqu'un d'autre, il faut avoir pu assumer sa propre image. C'est-à-dire être rentré dans ce trou de l'absence, de l'autre côté de l'image, qui est montré par maman. C'est indiqué symboliquement
que là, il y a une place. Cette place, c'est toi dans mes bras, mais c'est aussi toi de l'autre côté du miroir. Et c'est ce qui fait que l'enfant peut faire ce mouvement par lequel il s'identifie. C'est pas exactement le mouvement de passer derrière pour aller chercher son image, mais c'est un mouvement, c'est toujours un mouvement, par lequel, ou comme celui de taper l'image, par lequel je constate que ma représentation de moi-même, c'est moi et ce n'est pas moi en même temps. Mon image, j'y suis et je n'y suis pas. C'est comme le phallus, il y est ou il n'y est pas. C'est en repérant cette concomitance entre l'image de soi et l'image du phallus qu'on s'aperçoit que c'est complètement articulé au symbolique. Si c'est pas articulé au symbolique, l'image n'existe pas. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Le symbolique, c'est le trou. L'imaginaire, c'est l'image de mon corps. Et l'image du corps avec un phallus, et l'image du corps, phallus de la mère. C'est l'image en tant qu'elle peut changer de place. Place dans le corps de maman, ou place dans le corps, ou avec le corps d'un partenaire. Un de mes partenaires étant mon image dans le miroir, c'est-à-dire le narcissisme, c'est-à-dire ce dont je parlais comme étant l'objectif de la pulsion de mort. Se mettre en scène comme actif quand on a été passif. Se faire une représentation de soi, se faire une image de soi comme actif. Le mouvement que je fais pour m'identifier, parce que je m'identifie, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me dit tu dois être à telle place. Et si on me dit tu dois être à telle place, ben je ferai tout pour être à une autre. Même si cette place va rester comme quelque chose qui a été indiqué par maman et qui donc finalement mérite attention. D'où mes désirs contradictoires. Vouloir être à la place indiquée par maman ou papa, mais dans ce cas-là, j'existe pas. Mais quand même, j'existerai parce que je ferai plaisir et donc j'en retrouverai le plaisir en retour d'une reconnaissance de moi-même, comme correspondant au désir de l'autre, et puis mon désir de ne pas rentrer dans la place indiquée par l'autre, et donc d'avoir mon désir pour autre chose que ce qui m'a été assigné. Voilà en quoi l'imaginaire est toujours corollaire du symbolique. Et le réel là-dedans, eh ben c'est quand même le réel, il y a quand même le réel du miroir, le réel de mon corps en tant que la chair, des os, etc., le réel de mes organes d'essence, qui repèrent les rayons lumineux, entendent les sons, et pareil pour tous les autres organes d'essence, et qui est la base sur laquelle cet imaginaire et ce symbolique travaillent. Mais une base inaccessible. Dans mon rêve, où je suis sur les étagères du Monoprix, je vous ai parlé de tous ces objets que j'étais incapable de décrire, parce que c'est la trace qu'ont laissé les objets quand j'étais petit, et je n'avais pas les mots, je n'avais pas les images pour pouvoir identifier qu'est-ce que c'était que tous ces objets qui m'entouraient. Il n'y a qu'un objet que je peux identifier, c'est ce mixeur jaune, c'est-à-dire un phallus. L'endroit par lequel je passe à la moulinette symbolique et imaginaire pour me construire une représentation de moi-même, donc hors réel. Le réel n'a pas de représentation. Je le touche du doigt dans mes rêves, comme là, mais ça reste inaccessible pour moi. Et ce n'est pas le réel qui est angoissant, comme le dit le père Lacan. C'est le fait que je risque de tomber. C'est pas sous ces objets-là ils sont là, c'est tout. J'arrive pas à les décrire, c'est tout. Ce qui m'embête, c'est que si je me raccroche au mixeur, qui est le seul objet que je peux définir, eh ben, il va tomber, moi aussi. C'est la castration qui est la source de l'angoisse, et pas du tout le réel. Bon, voilà ce qui m'a permis de remettre un peu les choses au point au niveau de l'articulation du réel, de l'imaginaire et du symbolique. En tout cas, grâce à cette thèse, que je trouve formidable, encore une fois, en tant qu'on n'en trouve pas beaucoup des comme ça, qui sont des exemples remarquables de
quand on se contente d'écouter et d'observer quand la personne ne parle pas, eh bien, la théorie finit par se fabriquer d'elle-même. Autre chose que les grandes constructions intellectuelles qui sont des châteaux en Espagne.